J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Bon bah salut à tous et bienvenue pour le Batman Day. Comment introduire ça, je n'ai même pas réfléchi. Je suis avec le Comics Grincheux, je peux t'appeler comme ça, le Comics Grincheux de lescomics.fr. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce que tu fais sur internet et tout ça avant qu'on commence? Alors ouais, bah déjà merci à toi, merci d'être là. Merci à la librairie Moumi Chambéry de nous accueillir, c'est super cool pour pouvoir parler de Batman et de son univers. Ouais. Du coup, je suis chroniqueur sur lescomics.fr. Là-bas, je fais partie en fait de la team review. Donc, j'écris des chroniques sur les différentes sorties comics d'à peu près tous les éditeurs, parce que j'ai pas trop de limites en termes de goût. Je lis un peu de tout, de l'indé, du super-héros, du Marvel, du DC. Du Archie Comics. Du Archie Comics aussi, j'adore Archie Comics. C'est un gros kiff chez moi. Et je fais aussi une chronique qui s'appelle Question de style, où je reviens en fait sur la narration d'un auteur en particulier. Ça a débuté il y a 1 an déjà, j'ai fait plusieurs auteurs. J'ai parlé de qui déjà? J'ai parlé de Jonathan Hickman. J'ai parlé, ça y est, je me souviens même plus ce que j'ai fait. Ouais, j'ai fait Bendis récemment. Donc Morrison, pas de Morrison? Non, pas de Grant Morrison. Grant Morrison arrive très bientôt. De même que Jason Aaron ou Frank Miller ou Kelly Sue DeConnick. Et les Mayer? Non, pas les Mayer? Si, le mien aussi, j'ai prévu de bosser dessus. Pour montrer mon désamour. Tu fais du podcast aussi. Tu n'en parles pas, mais tu fais partie du podcast le top des comics qui n'a pas de nom. Qui n'a pas de nom, oui. C'est ça. Et vous faites en saison 1, vous avez fait du Marvel. On a fait les séries Marvel et DC en saison 1. En saison 2, on a fait les titres indépendants. Et là, sur la saison 3, on fait les personnages Marvel et DC. Ok. Donc c'est un podcast avec beaucoup de mauvaise foi. Donc pas d'indé, vous mettrez pas Hellboy premier non, on mettra pas Hellboy, non. On le fera l'année prochaine peut-être. D'accord. Donc voilà, je mettrai tout ça dans la description. Vous pourrez aller cliquer et écouter tout ça. Tu fais le Divan Comics, t'en as pas parlé aussi. Oui, j'ai fait mon propre qui fais la podcast. Promo, en fait. C'est ça, ouais, tu fais ma promo, tu l'as fait beaucoup mieux que moi. C'est dingue, je sais pas du tout me vendre. Donc ouais, j'ai créé un podcast qui s'appelle le Divan Comics, où j'invite en fait des lecteurs de comics à venir parler de leur passion. C'est fou parce qu'en fait on a eu la même idée. Ouais. Parce que je vais lancer un truc bientôt qui est un peu dans le même délire. Mais c'est pareil, G, des rubriques de G, la chaîne YouTube qui fait aussi partie du collectif. Il a aussi l'idée d'inviter des lecteurs de comics lors de certains lives qu'il va faire pour discuter avec eux de leur passion. Donc voilà, moi c'est vraiment un truc que j'essaie de faire le plus introspectif possible, où j'essaie vraiment de parler avec les gens de leur passion et puis montrer au final qu'on est tous que des fans de comics, qu'on a tous la même passion malgré les attentes divergentes et les goûts divergents qu'on peut avoir tous et toutes. Et c'est super cool. Donc encore une fois, tous les liens seront dans la description, vous pourrez aller cliquer et aller écouter tout ça. On va commencer, on va essayer de vous présenter un peu Batman. L'idée en fait, c'est de vous présenter un peu Batman, comment nous on l'a découvert, et c'est un peu via les adaptations. Donc on va commencer à vous parler des adaptations. Après on va vous donner les clés d'entrée pour rentrer dans l'univers de Batman. Donc les titres que nous on a kiffé et qui nous ont fait découvrir l'univers. Et après Batman, on va aller dans l'univers justement, on va vous parler de l'univers de Batman, la Justice, enfin non pas la Justice League, n'importe quoi. Enfin vous verrez. Et on va finir par un petit débat. Je te laisse donner l'intitulé du débat. Ouais, alors le débat c'est savoir si le personnage de Batman est moins intéressant que son univers. Donc ça va être un gros débat autour de ça, avec toute la mauvaise foi. En pugilat. Ouais, et en coup de batarang, j'ai prévu j'ai aiguisé mes batarangs exprès pour ça. Donc on va partir sur ça. Oui, après petite conclusion, un petit quiz. Oui. Je sais pas si je mettrai le quiz dans le podcast. Bon, c'est pas très intéressant. On va commencer directement donc les adaptations, et je pense que si vous êtes nés dans les années 90, 2000, vous avez commencé tous avec la même série télé, la même série d'animation. C'est Batman The Animated Series de 92 avec 86 épisodes, puis une seconde saison de 24 épisodes en 97, menée par les grands, les beaux, les fabuleux Bruce Timm et Paul Dini, qui a donné suite à 3 films. Est-ce que tu as vu les 3 films qui ont été tirés de... Il y a Batman contre le fantôme masqué, qui est juste le meilleur film d'animation Batman. Et un des meilleurs films Batman. Un des meilleurs films Batman aussi. Il y a Sub-Zero. Ouais. Et j'oublie le troisième. Le troisième, c'est Batman, la mystérieuse Batwoman. Ah voilà, mystérieuse Batwoman. Sorti en 2003. Donc
Je sais pas si je sais que je l'ai vu, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs. C'est pas le meilleur. Honnêtement, c'est pas le meilleur. Le meilleur étant le premier. Ouais. Donc Batman contre Banksy. Est-ce que t'as des souvenirs particuliers que tu voudrais partager de cette série d'animation? Bah moi mes souvenirs c'est le dimanche matin sur le canapé devant France 3 avec la musique du générique qui était juste excellente, mais c'était extraordinaire. Et puis c'est par là que j'ai découvert Batman en fait, et la richesse de son univers, la richesse des méchants surtout, parce que le travail psychologique qui est fait sur les méchants dans la série, il est vraiment extraordinaire. Je me souviens, je sais pas si t'as vu cet épisode, un épisode assez spécial où t'as tous les méchants qui discutaient entre eux pour savoir le moment où ils ont été traumatisés par Batman. Ouais. Cet épisode est très très cool. Un autre épisode qui est vraiment cool, où ils attrapent Batman et ils le font juger. Il y a vraiment des épisodes très marquants. Ouais, moi mes épisodes préférés sont vraiment au début. C'est celui sur Double Face. Ouais. Et puis celui sur Catwoman, on apprend à découvrir Catwoman. C'est des personnages Catwoman et Double Face, c'est des personnages qui me fascinent dans l'univers de Batman. Ouais. Et du coup, je suis tombé immédiatement amoureux de ces deux personnages-là quand j'ai vu ces épisodes-là. Moi, je pense que je vais me faire défoncer si je le mentionne pas, mais en VO, c'est Mark Hamill qui fait le Joker, et c'est un Joker magnifique. En VO et en VF, je sais pas qui c'est qui fait en VF, mais il est tout aussi marquant, il est tout aussi cool. Ouais, j'ai oublié le nom de. Et le Joker dans cet animé est vraiment cool. Donc la seconde saison, il y a un petit changement de graphique, mais je trouve que les histoires sont quand même cool. J'ai des bons souvenirs. Ouais, c'est quand même ça reste hyper cohérent de l'un à l'autre. On a l'arrivée du Nightwing avec son petit mulet qui est très très classe. Oui, c'était l'époque, hein. Mais même maintenant, je trouve qu'il a pas pris une ride. Il est très cool ce Nightwing. Donc ouais, moi c'est vraiment une série que je kiffe. Et le film quand même, moi celui qui m'a le plus marqué, c'est quand même le premier Batman contre le fantôme masqué que tu peux revoir encore maintenant. Il est vraiment. Mais il est top, hein. Il est génial ce film. Donc pour les gens qui l'auraient pas vu, en fait, il y a toute une histoire avec une amie d'enfance de Bruce qui revient en ville, et des gens qui sont des ennemis de Bruce et de la mafia de Gotham qui se font attaquer, et il y a toute une enquête autour de ça qui est vraiment très cool. Et en même temps, en filigrane, on a un peu des origines du Joker dans cet univers qui sont vraiment très sympas. Donc là, c'est vraiment un film que je vous conseille. D'ailleurs, il va ressortir en Blu-ray dans pas trop longtemps. Donc si vous avez l'occasion d'aller de vous les approprier, allez-y, parce que c'est vraiment très cool. On va passer à la deuxième série qui moi m'a marqué, c'est Batman Beyond, ou en France Batman 2000, ou encore Batman La Relève, de 99, 52 épisodes, qui a eu droit à plusieurs crossovers avec la série Static Shock. Je sais pas si tu te souviens de la série de Static Shock. Ouais. Si, je m'en souviens très bien, c'était super bien. Un personnage je sais plus quel éditeur, qui a été repris par DC après. Je crois que c'est Richmond, un truc comme ça. Ça se trouve, je dis des conneries. Je sais plus qui c'était. Mais c'est Darwyn Cooke qui a créé la série télé, il me semble. Peut-être. En tout cas, c'est Darwyn Cooke qui fait le générique de Batman Beyond, qui est vraiment très 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 sympa. Ah ouais, non mais il est excellent. Donc petit rappel, est-ce que tu veux nous pitcher un peu Batman Beyond pour les gens qui n'auraient jamais lu Batman Beyond? Batman Beyond, en fait, ça va, comme le titre l'indique, ça se passe dans le futur, en fait, à un moment où Bruce Wayne est très très vieux, très fatigué, et n'est plus Batman parce qu'il a des gros problèmes physiques. Il peut plus, il se déplace tout le temps avec une canne. Il est vieux, il se déplace avec une canne. Il a eu un gros problème pendant ses carrières de Batman. Il a dû arrêter. Et en fait, on découvre un jeune qui s'appelle Terry McGinnis, qui va, qui est un jeune avec un sentiment de justice assez fort, comme souvent dans ces histoires-là, et qui va un jour, après une course-poursuite avec des malfrats, se retrouver sur le domaine du manoir Wayne. Et en fait, il va tomber nez à nez avec Bruce Wayne, et de fil en aiguille, il va devenir le nouveau Batman de cette époque. Il rentre dans la Batcave, je crois. Ouais, je crois qu'il rentre dans la Batcave, mais je me souviens plus du déroulé exact, mais l'important c'est que c'est lui qui devient le Batman, et en fait, il va affronter plein de versions complètement futuristes et twistées des ennemis récurrents de Batman, dans un univers qui est graphiquement, en termes de direction artistique, cool. Moi, ça il y a des couleurs assez flash de partout. Le générique, qui déchire la tronche, même s'il est en 3D, qu'il a bien vieilli aujourd'hui. Ah non, il a un truc de ouf. Il y a une grosse banane sur ce comics là. Avec une petite techno qui est vraiment sympa. Une petite techno bien années 90, un peu cradingue, mais ouais, ça passe bien. Tu mets le doigt dessus en disant que l'univers, l'idée de reprendre tout l'univers de Batman, essayer de le twister un peu en le futurant, le futurant, non, ce terme, en futurisant, oui, plutôt. C'est vraiment cool. Je me souviens notamment des gangs de Joker, parce que le Joker a disparu dans cet univers, et c'est tout plein de gangs qui reprennent son esthétique, qui était vraiment sympa.
c'est vraiment une série que je vous conseille de regarder même encore maintenant. Elle est vraiment très 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 sympa. Et je vous parlais, il y a eu des crossovers avec Justice League. Ouais, il y a eu de nombreux crossovers avec Justice League. Il y a notamment un des derniers épisodes du dessin animé Justice League qui explique en fait des origines mystérieuses de Terry McGinnis. En fait, on se rend compte que c'est un bel hommage à ce qu'est Bruce Wayne et Batman. Et du coup, il y a une espèce de suite entre guillemets. Enfin non, il y a deux suites. Il y a l'Android Zeta, donc une autre. Ouais, c'est un spin-off. C'est un spin-off de Batman Beyond, et une Justice League du futur où à un moment Terry apparaît dedans. Ouais, donc, mais ça n'a pas duré très très longtemps. Je crois qu'il y a qu'une saison. Ouais. Ouais, ça a pas duré, ça a pas bien marché. C'est pas mal. Moi j'aime bien, je trouve ça. Mais le concept sympa. était assez chouette. Ouais. Si vous voulez découvrir une autre Justice League avec des autres personnages. Et puis t'as pas parlé, mais il y avait eu un film d'animation avec Batman Beyond. Ah oui, c'est vrai. Il y a le retour du Joker. Il est très cool d'ailleurs. Qui est très très cool et qui offre un nouveau Joker encore plus malsain que celui de la série originale Batman. C'est un dessin animé qui est très violent parce qu'en France on n'a jamais eu, il me semble, la version non censurée. Ah ouais. Ouais. Et la version non censurée est beaucoup mieux que la version censurée qui écrase pas mal d'éléments clés de l'intrigue. Ok. Et c'est un des meilleurs films d'animation Batman. Il y a un des trucs sympas aussi dans cette série, c'est on retrouve plein de personnages de l'univers de Batman, du coup plus vieux. Je me souviens notamment, je crois il y a Barbara. Il y a Barbara Gordon qui est devenue le commissaire Gordon. On revoit Tim Drake, je crois, oui. Jason Todd, non, ça me dit. Non, Jason Todd, on le voit pas. Je sais que dans le comics qui fait suite à la BD, on voit Dick Grayson qui est mais parce que le comics c'est différent. Le comics c'est cool, moi je le conseille bien, il est vraiment sympa. Le comics c'est super chouette, il propose une version un peu alternative de ce qu'on a dans le dessin animé, mais c'est très très bon. Les dessins sont pas toujours top, mais niveau scénaristique c'est vraiment sympa. C'est vraiment cool, ouais. Il y a tout un bout du run avec un Superman vieillissant un peu sympa. Vraiment, je vous conseille vraiment ce comics qui est très très sympa. Et la dernière série d'animation dont je voulais vous parler, c'est Batman The Brave and the Bold. En français, c'est l'Alliance des héros de 2008, de 65 épisodes. Donc c'est une série, on va dire, pour les petits. Ouais. Est-ce que c'est c'est pour les petits et les grands, parce qu'il y a pas mal de niveaux de lecture, mine de rien. Et même quand on est grand, il y a moyen de s'éclater. C'est un vrai hommage au Golden Age. Enfin, je trouve qu'il y a quand même pas mal de références à l'univers de Batman. On apprend plein de choses sur l'univers DC Comics. Mais en fait, pour pitcher le truc, c'est à chaque fois on retrouve Batman et un allié de Batman, donc plein de gens justement. C'est un hommage aux comics The Brave and the Bold, en fait. Exactement, où Batman était toujours en équipe avec un autre personnage de l'univers DC. Et on retrouve plein de personnages. Il y a Guy Garner, le deuxième Green Lantern. Le premier épisode, il me semble que c'est Green Arrow. Peut-être, oui. Il y a Plastic Man, il y a Booster Gold, enfin il y a énormément de personnages qui se retrouvent. Il y a tout un épisode en chanson qui est vraiment très sympa. Je vous le conseille. Je m'en souviens pas de celui-là. Et où justement t'as toutes les personnages féminins de l'univers de Batman qui font une espèce de truc un peu burlesque qui est assez cool. Donc allez mater cette série, elle est vraiment sympa. Et on va finir sur ça. Je ne mentionne pas la série Beware the Batman parce que je ne l'ai pas vue, et enfin j'en ai vu quelques épisodes, ça m'avait pas trop tenté. Je sais pas si toi ça te parle. La série est plutôt pas mal. Moi j'ai vu les premiers épisodes parce que tout n'a pas été diffusé en France. Enfin, c'était un peu chaotique au niveau de la diffusion, et je crois que même de toute façon qu'elle a été annulée aux US. C'était plutôt pas mal. Graphiquement c'est monstrueux, c'est pas beau, mais vraiment pas beau du tout. C'est très très mal animé, c'est hyper rigide. Joker avec des dreads. Ouais, c'est ça. Puis il y a des idées de direction artistique donc qui sont vraiment mauvaises. Et c'est vraiment pas beau, mais au niveau du scénario c'est plutôt intéressant, franchement. Ça passe bien. Il y a une espèce d'esprit un peu manga, je crois, dans les parties graphiques. Ouais, c'était un esprit un peu manga 3D, c'était pas foufou. C'était pas réussi, franchement. Et scénaristiquement, ça valait pas le coup non plus. Si, scénaristiquement c'était chouette. Il y avait des bonnes idées, des réinventions assez sympas des persos. Non, c'était plutôt cool scénaristiquement. Ok, on va passer au film. Et on va continuer notre énumération des films qui nous ont marqués. On va faire l'impasse sur les serials des années 40. Oui. Je ne les ai pas vus. Et je pense que, je sais pas, peut-être que c'est bien, mais ouais, voilà. Disons que c'est inscrit dans son époque. Voilà, exactement. Batman 66, est-ce que tu vas en mettre faire un petit mot autour des films et autour de la série Moi j'ai vu le film, Batman 66, j'ai jamais vu la série, mais j'ai vu le film. Moi c'est un film hyper kitsch et ça me fait mourir de rire. Parce que, faut le reprendre dans le contexte du Batman, et même les comics de l'époque étaient comme ça, hein. C'était complètement pop à fond, c'était toujours délirant. Ça représente pas trop le Batman qu'on a en ce moment. Non, c'est ça, c'est pas du tout le Batman sombre, il y a beaucoup typiquement, dans les effets visuels, il y a les onomatopées qui sont affichés à l'écran, c'est très très marrant, mais voilà, franchement, le film est très très fun à regarder, faut juste se remettre dans l'esprit, dans le contexte de l'époque, mais les comics c'était exactement pareil à l'époque, donc, il y a pas de problème à ce niveau-là, en fait.
Ok. Et ça a quand même marqué un peu l'univers de Batman, parce que ça a marqué l'esprit ils ont quand même. créé des trucs. Il y a des personnages comme Batman la série animée. Il y a des personnages qui ont été créés dans cette série. Harley Quinn. Hein. Ouais, Harley Quinn. Je pensais à Batman Beyond est devenu dans les comics maintenant. Il fait partie de l'univers totalement. Ouais. Donc voilà. Et bon, on va passer à Batman, le premier réalisé par Tim Burton avec Michael Keaton dans le rôle de Batman, qui est sorti en 89. Moi, c'est un film que j'aime bien. C'est pas mon Batman préféré, mais c'est un film que je trouve assez sympathique. Je pense que Tim Burton était plus marqué par la série de 66 plutôt que vraiment le comics. Pas vraiment, parce qu'au final, quand tu regardes Bruce Timm et Paul Dini, leur source d'inspiration, en tous les cas pour la charte graphique de la série animée, c'est l'univers de Tim Burton. Tim Burton, il prend à fond le côté hyper gothique, et notamment qui avait été mis en place par Dennis O'Neil et Neil Adams dans le comics Batman. C'est son univers à lui, ça, le côté... Oui, mais il le reprend quand même, et il reprend cette esthétique-là, il arrive à se le réapproprier, à le twister un peu à sa manière, et le Joker en est une illustration assez folklorique. Alors le film a un peu vieilli, notamment avec la musique de Prince. C'est une musique très ancrée dans la fin des années 80, donc ça a un peu vieilli. Moi, c'est un Batman que j'aime malgré tout beaucoup, rien qu'à cause de la musique de Danny Elfman, qui est une des meilleures à mon avis. Cool. Ouais. C'est une des meilleures BO de Batman pour moi. Et je trouve que Michael Keaton fait un très bon Bruce Wayne, pas un très bon Batman, malgré sa ressemblance frappante avec Julien Lepers. Ça reste un excellent acteur pour ce rôle-là. Il a une espèce de classe, une espèce de flegme qui se dégage de lui. Ouais. Alors c'est sûr, c'est pas le mec musclé et tout, mais il change. Alors le costume est un peu rigide, c'est ça qui est peut-être un peu dommage. Mais en tant que tel, franchement, ça passe. Puis pour l'époque, ça passe bien. Ouais, non, il y a des idées de mise en scène de partout. Enfin, franchement, ça défonce et c'est un vrai hommage aux années 50. Donc c'est vraiment cool. Il y a un peu quand même cet esprit de Batman 66, je trouve. Il y a un petit côté kitsch qui reste et qui est plutôt appréciable, que je trouve plutôt sympa, et qui revient encore mieux dans Batman Return ou Batman le défi. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça Batman le défi en VF. Ça sort un peu de nulle part. C'est le défi des traducteurs. Voilà, exactement. Toujours de Tim Burton, toujours avec Michael Keaton, sorti en 92. Moi, j'appelle ce film plutôt Batman, Catwoman enfin non, j'appelle pas ce film Batman, j'appelle ce film Catwoman et le Pingouin sortent dans Gotham et font des conneries, plutôt que Batman, puisqu'on le voit peu finalement. Et c'est pas un film sur Batman, c'est un film sur les antagonistes de Batman, et c'est ça qui est intéressant en fait. C'est un film qui montre que les antagonistes de Batman sont tout aussi intéressants, si ce n'est plus intéressant encore que le personnage. Est-ce que tu es en train de répondre à la question du débat de tout à l'heure? Peut-être, non, mais la vision qu'a Tim Burton, c'est que les méchants de Batman ne sont que des reflets déformés de ce qu'est Batman. Batman est un être humain qui a réussi à se surpasser. Les autres, les ennemis, les vilains de Batman sont souvent des personnes qui sont piégées dans leur propre névrose en fait. Et c'est ce que le film parvient magnifiquement à démontrer. Catwoman est présentée pas comme une méchante, mais comme un personnage toujours pas comme une victime, un personnage toujours sur la ligne, qui agit dans son propre intérêt pour se défendre elle-même. C'est pas une victime. Au début, c'est une victime, mais après, elle va se relever par rapport à ça. Elle va affronter les ennemis. Le pingouin, c'est pareil. Le pingouin est une victime du système parce qu'il est rejeté à cause de sa différence. Et le film est une vraie ode à la différence. Batman, c'est pareil. Il se sent pas à sa place. C'est aussi pour ça, peut-être, qu'il est devenu Batman. Et je trouve que le film est passionnant au niveau de tous les thèmes qu'il convoque. Enfin, moi, c'est mon film Batman préféré de toute façon. Donc, moi, je le mettrai au-dessus du premier. C'est un Batman que j'aime beaucoup, surtout pour encore une fois l'ambiance de Tim Burton qui est vraiment très bien. Le côté un peu glauque que le pingouin donne au film, et je le trouve vraiment très bien. Moi, la première scène du film, la scène d'ouverture du film, si vous vous rappelez bien, on revoit en fait le pingouin quand il est bébé, en fait, Oswald Cobblepot, qui se fait mettre dans un panier, qui glisse tout le long d'une rivière, qui va jusqu'aux égouts, qui atterrit devant les pingouins. C'est une scène qui dure 3-4 minutes, je pense, le temps que tout le générique se déroule. Et avec la musique de Danny Elfman, la réalisation de Tim Burton, c'est un truc, je l'ai vu que j'étais assez jeune, et c'est une séquence qui m'a marqué vraiment, je l'ai encore imprimé dans le cerveau, quoi. Ouais, et c'est vraiment un film que vous pouvez revoir, qui est vraiment très 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 cool. Et on va passer au moment un peu douloureux de ce podcast. C'est le moment où on va parler des films de Joel Schumacher. On n'est pas obligé, hein. On peut passer, non, on va en parler quand même vite fait. Tu veux vraiment t'infliger ça? Ouais, t'es sûr? Alors on commence avec Batman Forever de 95, réalisé par Joel Schumacher. Donc avec Val Kilmer dans le rôle de Batman. Ouais. C'est un film plutôt oubliable. C'est un film qui se laisse regarder. C'est un film qui se laisse regarder, mais qui est bourré de mauvaises idées, mais où Joel Schumacher essaie de reprendre un peu l'esthétique de Tim Burton en la twistant avec la sienne, beaucoup plus fluo. Enfin, on se souvient notamment, moi je me souviens toujours de la Batman qui crache de la Batmobile qui crache des flammes et qui a des reflets fluo néon, tout et qui colle au mur. Enfin,
C'est un truc un peu what the fuck, mais il y a en fait, c'est surtout qu'il y a des idées complètement mauvaises dans le film, je trouve. Ils vont en faire un film grand public. Ouais, les c'est films ça de le problème. Burton, pas des films grand public du tout, c'est des films plutôt C'est des films pour tous les adultes. publics. Non, ouais, c'est des films pour tous les publics pour moi, les films de Tim Burton. Les films de Joel Schumacher sont vraiment orientés vers un public jeune, mais avec des idées un peu bizarres pour les plus jeunes, notamment le personnage de Nicole Kidman dans Batman Forever, qui est une vraie nymphomane. C'est le Bane, on n'en parle pas. C'est dans Batman et Robin, le Bane. C'est pas tout de suite. C'est pas dans Batman Forever. Batman Forever, c'est Double Face qui est un espèce de clone du Joker. C'est vrai. Et le Riddler qui est aussi un clone du Joker. Oui, c'est Uma Thurman qui est. Oui, c'est dans Batman et Robin, ça. Effectivement. Et le Robin qui arrive dans cette. Oui, Chris O'Donnell. Chris O'Donnell, qu'on a perdu de vue jusqu'à NCIS Los Angeles. Qu'on avait bien fait de perdre de vue. Qu'on avait bien fait de perdre de vue. Qui est un peu génial pendant tout le film et qui est un peu relou. Ouais, si on peut dire ça. On va passer à Batman et Robin, toujours de Joel Schumacher, de 97. C'est George Clooney qui fait le Batman cette fois. Le pauvre. Et j'ai un petit quiz pour toi. Tu lui as préparé un quiz. J'en ai un pour toi. Est-ce que tu te souviens de qui joue Batgirl? Oui, c'est Alice. C'est Alicia Silverstone. Alicia Silverstone, j'allais dire Silverman, mais déjà j'étais pas loin. Donc ouais. Moi je me souviens surtout de la carte bleue Gotham Bank, Batman. Et du Schwarzy qui fait un Mr. Freeze pitoyable avec des blagues. Mais Batman et Robin, en fait c'est un hommage raté à Batman 66. Au film à tout l'univers du Golden Age de Batman en fait. Il y a des vannes, enfin c'est un truc hyper qui est fait de manière hyper drôle, mais avec une post-production, une direction artistique très très sombre. Ça donne un résultat super étrange et c'est forcément très oubliable parce que c'est très très mal fait de bout en bout. Et c'est un film qui a été surtout fait pour vendre des jouets en fait, et ça a été dit assez rapidement par Joel Schumacher derrière. Ouais, et ben tu as totalement raison. Moi c'est deux films que je vais oublier, je pense que je ne reverrai pas parce que vraiment c'est mon Dieu quoi. Et on va passer à la trilogie de Nolan. Ah. Plus fort, on va parler plus fort. Alors on va essayer de parler plus fort, donc, et on va essayer de baisser le son directement pour pas niquer mon. Sinon on va vous péter les esgourdes. Ouais, sinon on va vite. Donc je disais, on va passer à la trilogie de Nolan. On commence avec Batman Begins en 2015. Non pas 2015, 2005. Non 2005, excusez-moi. Oui, j'arrive même plus à lire. Donc 2005, Batman Begins. Moi j'aime beaucoup Batman Begins, je le trouve vraiment sympa. C'est une bonne origin story. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire à part ça? Je trouve que Liam Neeson, est-ce qu'on spoil ou oui, non, spoilons. Liam Neeson en Ra's al Ghul est très sympa et comment il s'appelle putain merde. Christian Bale. Non, pas Christian Bale, Cillian Murphy en épouvantail est vraiment très cool aussi. Qu'est-ce que tu penses de Batman Begins? Alors Batman Begins, en fait j'ai un gros problème avec la trilogie de Nolan. J'aime pas du tout sa vision de Batman. C'est une vision que je partage pas du tout, beaucoup trop urbaine et beaucoup trop réaliste pour moi. Pour moi les super-héros c'est pas censé être un truc réaliste, c'est censé être un truc de fiction avec de l'imaginaire et tout ça, et Nolan a tendance à me gonfler un peu, à vouloir crédibiliser toujours les trucs, les méchants de Batman et tout ça, donc c'est un peu tendance à me gaver. Mais j'aime bien Batman Begins parce que j'aime bien la réinvention de Ra's al Ghul, même si le fait que Ra's al Ghul devienne un Européen ça me fait toujours un peu étrange. Mais il y a des super bonnes choses. L'épouvantail il est excellent, il est très bien. Cillian Murphy était un super acteur. Mais c'est un film très important parce que c'est un film qui va réussir à redonner ses lettres de noblesse à Batman en fait, et c'est super important. Mais c'est un super pas pour les films d'après. Ouais. Je trouve qu'il arrive il pose bien les bases de tout son univers, et c'est vraiment un film qui est marquant et qu'il faut avoir vu, je pense. Ouais. Et qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? J'aime bien aussi la relation qu'il essaie d'instaurer avec Alfred. J'allais dire Maggie Gyllenhaal, mais c'est pas Maggie Gyllenhaal dans ce film-là, c'est putain merde, j'ai oublié son nom. Ah oui, c'est la meuf de Dawson. Katie Holmes. Ouais, Katie Holmes. J'aime bien son personnage qu'il essaie d'instaurer. Pas du tout, donc. Ah ouais, moi je trouve assez sympa. Moi j'étais content dans le 2, moi. Et t'étais content dans le 2. Okay, ouais, j'étais content. Tout le monde était triste et moi j'étais content. D'accord. Voilà. Je suis horrible comme type, mais je m'assume très bien. Et sa relation avec putain, j'ai oublié tous mes noms aujourd'hui, c'est pas grave. Donc ouais, c'est un film que je trouve très cool. Ouais, on va passer à The Dark Knight, qui est pour moi le meilleur film Batman de tous les temps. Je pense que
beaucoup de monde sera d'accord avec moi. Donc 2008, toujours Nolan, toujours Christian Bale au casting. Qui c'est qu'on va retrouver le grand, le magnifique, le formidable Heath Ledger dans le rôle du Joker, un acteur qui se fond complètement dans son personnage et qui va en ressortir grandi. Malheureusement, il fera pas grand chose après. Moi, c'est un film qui m'a vraiment marqué. Vraiment, c'est un très très beau film avec une profondeur dans ce qu'il essaie de raconter. Est-ce que tu veux donner un petit avis vite fait sur ce film? The Dark Knight, pour moi, c'est le meilleur film sur le Joker. C'est le meilleur Joker qu'on a eu au cinéma. Nolan, si j'aime pas sa vision de Batman, j'adore sa vision du Joker. Pour moi, il a tout compris au Joker. Le Joker est un personnage qui incarne le chaos, et c'est pour moi clairement ce qu'est le personnage. C'est un personnage qui modifie tout le temps son origin story. Il est toujours en train de raconter des origines complètement différentes pour faire perdre la tête au personnage et faire comprendre aux spectateurs que lui-même s'en fiche complètement de son origine. Il est fou, il est le chaos, il est le chien fou qui débarque dans Gotham pour semer le trouble dans l'ordre établi par Batman. Je sais pas si tu te souviens de cette scène magnifique, vraiment moi qui m'avait fait beaucoup rire, où il entasse tout le fric de tous les mafieux. Oui, il brûle tout. Et il brûle tout le fric. Moi je me souviens surtout de son tour de magie. Et sa sortie de l'hôpital en infirmière. Tada! Ouais, cette scène est vraiment très sympa. Et son cosplay est très très cool. Ouais, c'est vraiment un film que je conseille très très fortement. Et même si vous aimez pas trop le super-héros, la trilogie de Nolan, elle est assez cool pour que même quelqu'un qui apprécierait pas trop le genre super-héroïque, on puisse y trouver des trucs cool dedans. En fait, Christopher Nolan, c'est quelqu'un qui s'inspire énormément du thriller, du polar, et on adopte tous les codes. Et en fait, The Dark Knight ressemble énormément à du cinéma de Michael Mann, notamment à Heat, où Robert De Niro et Al Pacino s'affrontaient autour des braquages de banque. Et là, en fait, c'est exactement ça. C'est un Heat version super-héroïque. Donc, en fait, on n'a pas tellement de super-héros. Et en fait, c'est ce que je reproche justement à Nolan. C'est que Nolan s'intéresse pas aux super-héros. Il s'intéresse aux personnages derrière. Et c'est pas forcément moi ce que je cherche en tous les cas dans le film. Surtout quand c'est un film sur Batman. Et on va passer au dernier de Nolan, donc c'est Dark Knight Rises en 2012. Moi j'aime vraiment bien ce film. J'aime notamment Tom Hardy en Bane, que je trouve vraiment très très marquant et très très comment dire. Je trouve qu'il a la carrure, il a une prestance. Il a la prestance, il a le charisme qui va avec Bane du début à la fin un peu moins, mais si je sais pas si vous vous souvenez de l'arrivée dans l'avion où on le voit débarquer avec ses premiers mots, et moi il m'avait vraiment marqué, il m'avait mis froid dans le dos, et je l'avais trouvé maléfique et vraiment terrible jusqu'au bout. Donc ce qui moi me pose problème dans ce film, c'est sa fin qui ne va pas à fond. J'aurais aimé que Bane reste un méchant emblématique jusqu'au bout, et au final il finit par être un petit sidekick petit larbin. Le larbin du vrai méchant du film. Et je trouve ça vraiment dommage, mais je trouve que malgré une réalisation qui est un peu moins bien, je trouve que dans Dark Knight, et bon, il y a 2-3 au niveau du scénario, il y a notamment des ellipses qui sont un peu rapides. Il y a un gros problème de chronologie en fait dans le film. Notamment, en fait, moi j'ai un gros problème avec The Dark Knight Rises. C'est un film qui commence mais super bien. Les 45 premières minutes sont géniales, mais vraiment, on voit pas Batman du tout. Ça se concentre sur toutes les conséquences de la fin de The Dark Knight. C'est génial. Christopher Nolan continue à distiller son propos, et en plus, c'est un film qui sort au moment où il y a eu la crise des subprimes aux États-Unis, et il instille un discours politique hyper noir, hyper mordant sur Christopher Nolan, faut le rappeler, c'est un Anglais. Il a un regard très très critique sur la société américaine. Et il distille vraiment ce regard critique pendant toutes les premières 45 minutes. Mais c'est un film qui va s'écrouler peu à peu après. Dès le moment où Batman réenfile le costume, dès le moment où Batman va un peu être écarté, il va plonger dans le puits de Lazare. Il y a un gros problème, il y a deux gros soucis en fait à mon avis. Il y a un souci de chronologie, de temporalité en fait. Christopher Nolan ne nous indique plus du tout d'éléments de temporalité. Batman plus, il se téléporte. Ouais, c'est ça. Batman, on a l'impression que Bruce Wayne se téléporte aux quatre coins du monde. Quand il revient à Gotham, qui fait cramer le pont, moi je m'en suis toujours pas remis personnellement. J'ai l'impression que c'est un gangsta dans sa street qui est en train de se racheter une crédibilité. Ça me fait Catwoman du film. Ah, par contre, la Catwoman, Selina Kyle est excellente. Anna Tawai fait une super bonne Catwoman. Moi aussi j'aime bien cette Catwoman. Excellente. C'est pas Michelle Pfeiffer. Non, c'est une Catwoman totalement différente. C'est vraiment la voleuse, très intelligente, très retorse, qui fait vraiment écho à ce qu'est Bruce Wayne. Et elle est très très forte. C'est ce que je dis en fait. Christopher Nolan ne s'intéresse pas tellement aux super-héros, il s'intéresse vraiment aux personnages qui sont derrière. Et là-dessus, il y arrive vraiment bien. La relation entre Bruce et Selina est vraiment au centre du film. C'est ce qui marche le mieux. Enfin, à côté de ça,
La fin, c'est une catastrophe pas possible. Ça dure beaucoup trop longtemps. Il y a des ellipses de partout. On comprend pas tout. Et cette scène avec la mort de Marion Cotillard, et je comprends toujours pas comment Christopher Nolan a réussi à garder ce machin. C'est vrai qu'elle est, mais mais après c'est pas facile pour Marion Cotillard qui en prend un peu trop plein la gueule par rapport à ça. Je crois moi c'est la faute de Christopher Nolan. Pour moi, c'est le problème de Nolan. C'est la direction d'acteur qui est vraiment mauvaise sur ce coup-là. Malheureusement. C'est bizarre parce que c'est quelqu'un qui dirige bien d'habitude, et là il a un petit problème. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Moi je vois vraiment ces 3 films comme un tout, comme un ensemble construit du début à la fin, avec son architecture, vraiment avec cette montée en puissance d'un Batman, c'est un vrai ensemble. cette chute et tout. Et je trouve vraiment ces 3 films géniaux. Oui, c'est un vrai ensemble scénaristique. Il y a une vraie cohérence d'ensemble. Tout du long, il y a une vraie cohérence. C'est réfléchi du début à la fin. Christopher Nolan fait partie de ces réalisateurs de blockbusters intelligents. Comme on aime à le dire, c'est quelqu'un qui propose toujours des réflexions sur des thèmes, qui va jamais tomber dans la facilité. Les personnages sont toujours hyper travaillés. Après, notamment dans The Dark Knight Rises, je l'avais oublié, mais c'est vrai que j'ai un autre problème avec le film, c'est sa description d'Alfred. Ah oui. Le Alfred de The Dark Knight Rises, je trouve que c'est un lâche, mais à un point pas possible, et c'est toujours pareil, quoi. Je suis vraiment pas d'accord avec cette vision du personnage. Tu préfères Jeremy Irons dans non, faut pas déconner non plus, mais j'ai vraiment du mal avec cet Alfred. Pourtant, j'adore Michael Caine, mais dans The Dark Knight Rises, je trouve que le Alfred est vraiment parti en vrille. Ça m'avait pas marqué tant que ça. Le fait qu'il fuit et qu'il laisse Batman tomber, pour moi, c'est pas Alfred. Alfred reste là normalement jusqu'au bout, malgré tout. Ok. Et on va passer à la dispute. Je pense que le truc qui va nous diviser. Oh là là, vas-y. Sachez que je défendrai BVS jusqu'à la fin de ma vie, je pense, parce que j'aime ce film vraiment beaucoup. Alors, Batman vs Superman, l'aube de la justice de Zack Snyder, qui nous avait pondu avant Man of Steel. Man of Steel qui, pour moi, est le meilleur film autour de Superman de tous les temps. J'aime bien les films avec Christopher Reeves, mais vraiment, je trouve que ce Man of Steel est vraiment très bien, avec un Henry Cavill massif et kryptonien jusqu'au bout. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Tu veux faire un petit mot sur Man of Steel avant de passer à BVS? Alors, Man of Steel, c'est un film que j'aime énormément. J'ai beaucoup d'affection pour les Superman de Christopher Reeves, mais j'aime beaucoup la réinterprétation d'un Man of Steel, et je trouve que Zack Snyder, s'il a réussi quelque chose, c'est à donner une puissance graphique, à retranscrire la puissance du dessin d'un comics. Vraiment, son Superman, la baston de fin entre Superman et Zod, c'est un moment d'extase cinématographique. C'est de la folie furieuse, et c'est des vrais combats de kryptoniens. On n'avait jamais vu des vrais combats de kryptoniens. C'est ça, et ça. C'est génial. Enfin, c'était un vrai orgasme de fan de comics quand j'ai vu ça au cinéma, vraiment. Pareil, la même chose. Et donc BVS, donc c'est Batman qui va qui va voir arriver dans son monde l'existence de Superman, et on va voir un peu les réactions. Et salopard de kryptonien. Ouais, voilà, exactement. Moi, j'aime vraiment ce film, et j'aime vraiment la prestation de Ben Affleck en Batman, que je trouve vraiment, il est Batman. Il arrive à être aussi bon en Bruce Wayne que en Batman, parce que pour moi, Michael Keaton est un très bon Bruce Wayne, et Christian Bale est un très bon Batman, mais pas l'inverse. Et là, Ben Affleck arrive à allier les deux pour vraiment faire un Batman vraiment torturé. On voit que ça fait un moment je crois qu'ils le disent, ça fait bien une dizaine d'années qu'il est en activité. Plus même, je crois. Et on sent qu'il a souffert de ces années en tant que Batman, et la confrontation entre le Kryptonien et le Gothamien, on va dire. Le Gothamite. Elle fonctionne bien. Et oui, je défends un peu sa fin. Le délire avec Doomsday, ça me pose un peu problème, mais c'est une super introduction de Wonder Woman qui est badass au possible. Gal Gadot qui est magnifique. Enfin, je pense que tu m'enlèveras pas le fait que Gal Gadot est magnifique en Wonder Woman. Elle incarne parfaitement le personnage, et le tout est vraiment cool. Bon, vas-y, crache. Ouais, je vais cracher mon fiel sur le film. Alors, BVS, en fait, j'ai un gros problème. Déjà, à mon avis, le film aurait jamais dû sortir au cinéma dans cet état. Le montage est une catastrophe absolue. La version longue est vraiment mieux. Ouais, je sais pas si vous avez vu la version longue est vraiment cool. La version longue est cool. Ça dure 3 heures, ça met beaucoup de temps à se mettre en place, mais il y a un vrai travail, une vraie réflexion sur le rôle des super-héros, à travers l'enquête que mène Clark, et à travers le personnage de justicier complètement paumé qui est Batman. Mais alors, je suis d'accord avec toi, Ben Affleck est un excellent Batman. Il fait un très bon Bruce Wayne. Il fait un Batman qui assure vraiment à fond, que ce soit au niveau de la carrure physique,
que ce soit au niveau du tempérament, du caractère. Mais par contre, l'écriture du personnage, elle est d'une débilité, mais effroyable. Enfin, dans le film, enfin, Batman, c'est censé être le plus grand détective du monde. Dans le film, c'est le détective le plus débile du monde. Le mec pendant la première heure et demie, non, ça troll pas. Pendant la première heure et demie, le mec cherche quelque chose qui s'appelle le portugais, enfin quelque chose qui s'appelle le portugais. Il se rend compte qu'au final c'est un Batman qui est mis à quai, c'est un bateau qui est mis à quai dans le port de Gotham City. Le mec est censé être le meilleur détective du monde, avoir le système de surveillance le plus perfectionné du monde, et il est pas fichu de trouver un bateau dans un port. C'est une honte. Et il y a un gros problème d'écriture, quoi. Et en fait, je trouve que autant l'intrigue avec Superman est super bien, vraiment. Ouais. Je trouve que c'est vraiment réussi de ce côté-là. Par contre, puis la fin, quoi, c'est un carnage, quoi, la fin. La baston entre Batman et Superman, elle est cool. On n'en parle pas de la fin. On a dit qu'on oubliait les derniers quarts d'heure. Non, mais on parle juste de Batman. Et pour moi, le Batman de Ben Affleck, c'est une réussite niveau de l'acting. Ouais. Mais niveau de l'écriture, c'est une catastrophe, mais alors de bout en bout, quoi. Et on parlait du Alfred. Moi, je trouve Jeremy Irons, il est bon dans son rôle. On voit le mec un peu désabusé d'avoir dû à gérer. Bah, en fait, moi, j'ai l'impression que le Alfred, c'est le mec qui picole en cachette, quoi. C'est qu'il est tellement désabusé par ce que fait Batman qu'il picole en cachette, quoi, le gars. Donc. En même temps, après 15 ans d'avoir à gérer un mec comme ça, tu deviens pas. Tu vois, j'aurais compris que le Alfred de BVS se casse, contrairement au Alfred de Nolan, en fait. D'accord. Lui, j'aurais compris. Bon, on va pas parler de Justice League. Non. Parce qu'on n'a pas envie de faire du mal. Même si non, Batman alcoolisé de bout en bout, non, c'est bon, ça va. Même si c'est un film qui reste divertissant dans son ensemble, mais c'est plus un accident industriel qu'un vrai film. Whedon a essayé de faire quelque chose et il a eu des problèmes. On va passer à ce qui nous intéresse un peu plus. Si vous avez envie de découvrir Batman, quels sont les points d'entrée autour de Batman? Moi, j'ai mis 3. Je sais pas si t'es d'accord avec moi pour ça. Ah bah je vais te dire. Il y a 3 titres qui pour moi sont les 3 vraiment clés pour entrer dans l'univers de Batman, et je ne sais pas où ils sont sur cette table, mais on va commencer avec Batman Year One de Frank Miller et de David Mazzucchelli, sorti en 87. C'est la première année de Batman en tant que Batman, tout simplement, avec un bout où il n'est pas encore Batman, il va comprendre comment devenir Batman. C'est du grand Frank Miller. On peut dire tout ce qu'on veut sur Miller, ça reste le pire des connards racistes et xénophobes du monde, mais c'est sexiste. Et sexiste, oui, sexiste, faut pas l'enlever. Mais c'est quand même un très grand auteur, et son Batman Year One est magnifique. Mazzucchelli est génial dedans, c'est super beau. Si vous avez pas envie de lire le comics, il y a un animé qui est vraiment cool aussi, qui reprend bien la trame du récit, qui est vraiment sympa. Ouais, mais les comics c'est mieux. Oui, le comics c'est mieux. C'est vrai. En plus, ils sont là, donc. En plus, ils sont là, donc devant nous. Donc, ouais, Batman Year One de Frank Miller et David Mazzucchelli. Ouais. C'est vraiment. En plus de ça, je pense que c'est un de mes titres préférés autour du Batman. Et ce qui est vraiment bien dans ces titres, c'est qu'en plus d'avoir la construction et les origines de Batman, vous avez la construction et les origines de la relation avec Gordon, qui est vraiment très intéressante. Ouais. On voit un Gordon qui vient d'arriver. Je crois qu'il était de Seattle. Il vient juste d'arriver. Il arrive d'une grosse ville de Détroit ou Détroit ou Seattle. Et on va le voir à découvrir un peu un Gotham, la police de Gotham. Corrompu jusqu'à la moelle. Jusqu'à la moelle, exactement. Même le maire est complètement corrompu. Oui, mais tout le monde est corrompu à Gotham de toute façon. Et lui, il va arriver, il va casser des bouches et il va devenir le grand commissaire Gordon qu'on connaît. Ouais. Je sais pas si t'as un petit mot sur Batman Year One. Bah Néant, en fait, il est super intéressant pour 2 choses en fait, parce qu'on découvre les origines de Batman, et c'est un Batman qui va pas se battre contre des super vilains, c'est un Batman qui va se battre contre la mafia qui gangrène sa ville. Et ça, c'est super bien. Et le deuxième truc vachement bien sur Année 1, c'est qu'on a les origines du commissaire Gordon. Le commissaire Gordon, pour ce qu'il est, le mec droit. Et en fait, les parallèles entre Bruce et Gordon sont géniaux, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est les deux mêmes personnes, c'est les deux mêmes figures. Ouais, c'est ça, c'est les deux mêmes figures. Chacun se bat à sa façon pour la justice. Et en fait, on comprend leur future alliance, en fait, tout simplement. Et à quel point ils sont tous les deux vraiment tout aussi droits les uns que les autres. Et il y a des planches de David Mazzucchelli qui sont juste complètement timbrées. Mais Mazzucchelli, c'est fou. Hein, oui, mais Mazzucchelli, de toute façon, c'est un truc de timbré. Enfin, il a fait du Daredevil avec Frank Miller. Peut-être, son Daredevil Born Again est vraiment génial. Si vous connaissez pas Daredevil, je pense que c'est le meilleur point d'entrée pour Daredevil. C'est un Daredevil complètement abattu et niqué par Wilson Fisk, et qui va essayer de se relever et qui va galérer bien comme il faut, avec un Mazzucchelli c'est très beau, quoi. Voilà, on vous montre deux trois planches vraiment très belles.
Et donc si vous voulez continuer, parce que ça reste dans le, je crois que c'est la même chronologie, vous avez Batman, un long Halloween de Jeff Loeb et Tim Sale, qui lui aussi très très beau, parce que Tim Sale c'est un putain d'artiste oufissime. Pendant que j'en parle, tu vas montrer. Alors un long Halloween, c'est ça va être tout le long d'une année de Batman qui va devoir faire face à je crois que c'est un même méchant qui va revenir et qui va ce qui est bien, c'est qu'on va découvrir petit à petit tout l'univers de Batman. On va rencontrer tous les méchants de Batman et c'est très très beau, et Jeff Loeb est génialissime dans son c'est vraiment un très très puis enfin Tim Sale quoi, c'est fou quoi. Ça fait partie des récits, je pense, qui graphiquement ont défini le personnage. Le personnage a une musculature complètement timbrée. Et puis ouais, au niveau de l'écriture de Jeff Loeb, c'est un ennemi qui est redoutable. Et en fait, il en profite pour présenter. C'est un bon point d'entrée en fait, parce qu'on en profite pour présenter plein de méchants iconiques de Batman. Et donc c'est vraiment un excellent point d'entrée. Et en plus, il prend son temps pour poser les bases. Bah c'est un truc qui fait 410 pages. Ouais, effectivement. C'est 12 chapitres dedans, et c'est des chapitres qui sont d'une intensité. Enfin, c'est vraiment écrit comme un polar. C'est une des inspirations en fait de Christopher Nolan pour The Dark Knight. Il y a notamment une scène qu'il a repris dans The Dark Knight, Christopher Nolan, où Dent, Gordon et Batman se retrouvent sur un toit. Et il y a la même scène en fait dans le comics. Et c'est une scène qui est d'une écriture dans les dialogues. Là, on a les origines de Dent dans. Oui, on a les origines de Harvey Dent dedans, exactement. Donc vraiment, il y a un truc qu'il faut acheter, et si vous avez un peu tout, parce que ouais, mais c'est pas grave, quand on aime, on compte pas. Oui, exactement. Donc Batman, un long Halloween, et sa suite Batman Dark Victory, que j'ai pas eu la chance de lire, mais moi non plus, je l'ai pas lu. Merde, toujours pas. C'est la suite directe de Halloween. C'est une suite, mais elle est pas nécessaire. Un long Halloween se suffit à lui-même. Ouais, effectivement. Mais c'est très sympa, donc allez-y. Enfin, c'est très sympa. On m'a dit que c'était sympa. On va pas dire de conneries. Non, mais de toute façon, Jeff Loeb et Tim Sale sur ce diptyque là, je crois qu'ils sont à leur top niveau. Puis Jeff Loeb, je pense que c'est un peu. Vous voyez Jeff Loeb sur la couverture. Je pense en tous les cas, jusqu'à 2005, vous voyez Jeff Loeb sur la couverture, vous y allez. Après 2005, vérifiez l'année, mais après 2005, ça pue un peu, mais. Ah oui, il y a les origines de Robin aussi. C'est dans Dark Victory, non? Ouais, dans Dark Victory, il y a les origines de Robin, en effet. Et c'est encore plus intéressant pour ça. Est-ce que tu as un autre titre à conseiller Merci beaucoup. Est-ce que tu as un autre titre à conseiller pour découvrir Batman? Alors attends, je reprends mes fiches. Moi j'avais un autre, mais c'est un peu un faux ami, je pense. C'est Batman Silence de. Je crois que c'est Jeff Loeb aussi. Alors Batman Silence, je trouve pas que ce soit un bon point d'entrée, parce que je trouve qu'il c'est ce que j'allais dire. Il est d'une densité mais telle que. Donc c'est Jim Lee, et je sais plus qui est au scénario, j'ai oublié. C'est Jeff Loeb encore. Ouais, c'est Jeff Loeb, oui, exactement. Et en fait c'est un peu comme le même délire que Halloween. Ouais, vous allez découvrir plein de personnages de Batman, mais le comic est moins gros, et il est vraiment. Enfin, si vous connaissez pas l'univers, vous allez être vite perdu, parce qu'il y a plein de personnages, mais en tout cas c'est du Jim Lee, donc ça pète les yeux, vous allez vous éclater la rétine, c'est vraiment très très beau. Mais une fois peut-être que vous avez lu Année 1 et Un long Halloween. Alors moi je conseille pas, justement, parce qu'un long Halloween et Silence partagent beaucoup de similarités, notamment dans leur narration. C'est des récits qui sont construits de la même façon en fait, en 12 épisodes, avec un grand méchant dedans, non, mais juste avec plein de méchants qui vont intervenir. Juste pour la partie graphique, je pense que ça vaut le coup de l'avoir dans pour sa la partie bibliothèque. Graphique, ça déchire, mais il y a d'autres trucs de Batman dessinés par Jim Lee, donc après c'est possible de trouver dedans. Moi c'est une version plus alternative cette fois de Batman, c'est le Batman Terre 1 qui est écrit par Jeff Jones, qui vaut surtout pour les planches de Gary Frank, parce que c'est certes une version alternative, mais Jeff Jones respecte bien le côté détective du perso. Okay. Et les planches de Gary Frank, c'est pareil. Enfin, Gary Frank, c'est un très très grand dessinateur. Il fait des planches qui sont franchement sublimes. Et puis Urban a la bonne idée souvent de publier des anthologies. Moi je suis pas fan des anthologies personnellement. Ouais, moi je suis pas très fan du format anthologique, parce que j'aime bien les arcs, mais le format anthologique ça permet de découvrir les personnages en profondeur à travers plusieurs années et de voir vraiment leur évolution. Ouais. Donc voilà, mais non, je conseillerais pas Grant Morrison présente Batman, pas en point d'entrée. Mais de toute façon, Morrison, c'est nul. Sachez-le. On en parlera après. On en reparle tout à l'heure. On va passer au point d'entrée pour son univers. Une fois que vous avez découvert Batman, sachez qu'il y a tout un univers derrière ce personnage. Et moi, merde, il est où En tout cas, dans ce délire-là, moi, je vais vous conseiller le comics qui, pour moi, est le meilleur comics de tous les temps. C'est Gotham Central de Greg Rucka, Ed Brubaker et Michael Lark, qui est, je le redis, le meilleur comics de tous les temps. Alors, Gotham Central, c'est quoi? C'est la vie quotidienne du Gotham Central, donc des flics de chez Gotham, qui, en fait, ce qui est vraiment cool dans ce comics, c'est qu'on voit des gens normaux, comme vous et moi, qui vont devoir faire
être face à genre Mr Freeze, le Joker, enfin vraiment des menaces qui des mecs complètement timbrés ouais. contre lesquels ils ont pas vraiment les moyens de lutter eux en tant qu'humains quoi. Et on voit c'est des flics un peu désabusés qui sont un peu dans la merde et vraiment c'est déjà c'est du super Greg Rucka. Greg Rucka et même Brubaker hein. Ah oui, au niveau ça, polar c'est magnifique. Vous voyez Greg Rucka ou Ed Brubaker ou les deux sur une couverture, vous réfléchissez même pas, vous l'achetez direct le truc. Et déjà vous voyez Brubaker, Michael Lark et c'est forcément bien. Ouais, non, mais voilà. Mais je sais pas si t'as lu Fondu ou Fatal ou Fondu au noir, Fatal, Kill or Be Killed, c'est des séries qui sont, c'est extraordinaires. Si vous aimez un peu le polar, si vous aimez les thrillers, je pense que c'est le meilleur truc qu'on pouvait vous conseiller. Et Gotham Central qui est pour moi vraiment enfin c'est génialissime. Moi j'ai toujours pas lu donc je t'avoue que je pourrais pas en parler mais oui je sais. Je te conseille vraiment très fortement. Je sais que c'est une excellente série. Et ça permet de découvrir un peu l'univers de Gotham d'une façon un peu différente au travers et ce qui est cool c'est qu'en fait on voit tous les ennemis de Batman et on voit Batman parce qu'il apparaît en filigrane. Il apparaît dans certaines planches. Au travers des yeux du peuple quoi. Et c'est vachement intéressant, c'est vachement bien écrit et c'est super beau parce que Michael Lark est un fou et qu'il dessine trop bien. Ouais, il a un style assez réaliste, si je me souviens bien, et c'est vraiment, c'est chirurgical comme style. C'est très précis. C'est moins comme les discussions sont très bien faites. C'est moins comics, je pense. C'est pas du Jimmy, quoi. Ouais, c'est plus si vous aimez la franco-belge ou ce genre de truc, ça va peut-être plus vous parler. Mais en tout cas, c'est un immanquable selon moi. Parce que t'as un autre titre dont tu voudrais parler. Moi, pour découvrir l'univers de Batman, c'est pour moi. Il y a un truc essentiel pour découvrir l'univers de Batman, c'est aller voir du côté de chez Dick Grayson, le premier Robin, dans la série Nightwing, où Dick Grayson enfile son propre costume après s'être émancipé de Batman, et il incarne un personnage qui est un justicier qui agit la nuit comme Batman, mais dans une optique et une psychologie totalement différente. Dick Grayson, c'est quelqu'un qui prend les choses du bon côté, qui, malgré les embûches de la vie, va toujours positiver à mort. Et là, la dernière série, du coup, la Nightwing Rebirth, qui a été précédé par Grayson, qui a un récit un peu différent, mais le Nightwing Rebirth, c'est un vrai récit de super-héros, avec des méchants charismatiques, avec une écriture, avec un personnage. Si vous aimez les personnages un peu comme Spider-Man, très cool, très décontracté, ouais, c'est vrai, Nightwing, c'est une perle, quoi. C'est Spider-Man dans l'univers de Gotham, quoi. Ouais, après c'est pas tout à fait pareil, mais avec un petit côté Superman, je trouve, parce qu'il a ce. Ouais, c'est ça. Ouais, en plus il a une relation avec Superman, Nightwing qui est excellente. Enfin, vraiment, c'est Dick Grayson de toute façon pour moi avec Wally West, ce sont les deux piliers de l'univers DC Comics. C'est les deux personnages indéboulonnables dont on pourra jamais se débarrasser et qui représentent l'âme de ce qu'est l'univers DC. Et même Grayson, donc il a perdu le. Ouais, la série Grayson, c'est quand il perd le costume de Nightwing et il devient agent secret en fait. Et elle est vraiment très cool cette série. Si vous aimez les trucs un peu agent secret, ce genre de trucs, c'est vraiment sympa. Parce qu'en plus c'est les débuts en fait aux comics de Tom King. Tom King est l'auteur actuel de Batman Rebirth. Et c'est en fait Tom King qui est un auteur assez intéressant parce que c'est un ancien agent secret et en fait il aime beaucoup faire des histoires avec plein de roublardises, de twists dans tous les sens. Il aime bien expérimenter avec des intrigues où il y a notamment un numéro de Grayson dont je me souviens où le récit en fait est construit à l'envers, un peu comme le film Memento de Christopher Nolan. Ça commence par la fin et en fait on remonte tout le fil chronologique jusqu'au début. Et c'est un comics, c'est un numéro, vous arrivez à la fin, vous le lisez dans l'autre sens parce que comme ça vous êtes sûr de bien avoir tout compris. Et Grayson c'est de la bombe. Moi, je vais rester un peu sur les origin story et je vais vous parler d'un autre personnage dont on n'a pas parlé encore, c'est Batgirl, donc Barbara Gordon, la fille du commissaire Gordon. Et ses origines, je sais qu'il est par là aussi, mais je ne sais pas où. Ce n'est pas grave. Voilà. Donc c'est celui-là, c'est Batgirl de Chuck Dixon, Scott Ditty et Marcus Martin. C'est une très bonne entrée en matière au niveau de Batgirl. En fait, on découvre vraiment comment Batgirl devient Batgirl tout simplement. Et en plus, c'est très beau avec un Marcus Martin exceptionnel. Vas-y, tu montres, on fait défiler. Marcus Martin, c'est très beau. Ça ressemble un peu à du Darwin Cook. Je sais pas si c'est particulier Marcus Martin, mais parce que c'est très pop en fait. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup d'onomatopées. Ça explose la rétine. Enfin, moi j'adore Marcus Martin, mais c'est particulier. Faut vraiment aimer le style. C'est très pop, très coloré. Donc ça ressemble à du Darwin Cook, mais encore plus pop. Ouais, encore plus pop. Donc vraiment, je conseille beaucoup. Et un autre personnage avec un parti graphique encore dans un autre style complètement différent, c'est le Joker de Brian Azzarello et Liber Mero qui est sorti en 2009, qui est ouf.
oufissime. Alors le Joker c'est quoi? Ça va être je crois une semaine ou un petit bout dans la vie du Joker qui vient de sortir. Ouais, c'est ça, c'est une semaine je crois. Qui vient de sortir de prison et qui va essayer de récupérer des thunes. Et en fait on va suivre un espèce de un espèce de sidekick du Joker qui va découvrir qui va se dire au début en fait le Joker c'est un mec normal, et il va comprendre à quel point en fait le Joker est complètement fou. Et c'est vraiment déjà c'est Brian Azzarello, donc c'est Azzarello, je pense que c'est un peu moi j'aime beaucoup Azzarello, en tout cas son Joker et son Luthor, ça va de pair avec Luthor. Disons que c'est surtout dessiné par Lee Bermero qui est une grosse frappe. Bermero faut kiffer, c'est assez spécial. Mais en tout cas c'est vraiment très 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 cool. Est-ce que t'as un autre je crois que tu voulais parler de Detective Comics Rebirth de Tynion Ford? Non, c'est toi qui voulais en parler. Ah, c'est moi qui voulais en parler. Ouais, c'est toi qui voulais en parler. Je vais en parler alors. Ouais. Non, mais attends, je veux parler d'autre chose moi. Moi, un récit que j'aime beaucoup sur l'univers de Batman, toujours pareil, c'est un peu sur mais là c'est sur un ancien sidekick. En fait, il y a une espèce de diptyque. Jason Todd, le deuxième Robin, qui dans cette histoire-là, je vous spoil, mais à peu près tout le monde le sait, la couverture le montre de toute façon. Ce Jason Todd, ce deuxième Robin, va mourir en fait, et il va réapparaître plusieurs années après dans la peau de ce personnage-là, Red Hood, qui est en fait un tueur. C'est un mec qui veut pousser le curseur de ce que fait Batman au maximum. C'est-à-dire que Batman, il épargne tous les super vilains. Red Hood, il fait pas de quartier. Il tue tous les super vilains. Il trouve que Batman ne va pas assez loin dans sa mission. Et donc lui, il décide de tuer les vilains. Mais Red Hood, c'est un personnage là, du coup, qui est présenté vraiment sur cette optique-là. Et c'est un personnage qui va beaucoup évoluer, qui aujourd'hui a sa propre série, mais qui est pas publié en VF malheureusement, qui s'appelle Red Hood and the Outlaws, où le portrait psychologique du personnage continue à se développer. C'est, malgré les critiques que j'entends souvent sur la série, c'est quand même une série qui est assez sympa, surtout si on aime les trucs d'action et qu'on aime Jason Todd. Moi, dans la famille, je trouve ça un peu bon. C'est Jim Starlin, donc. Un deuil dans la famille, c'est pas ouf. C'est pas ce qu'il y a. Faut vraiment kiffer le old school, parce que Jim Aparo, c'est spécial. J'aime beaucoup Perez par contre, mais c'est quand même un truc qu'il faut. Enfin, si vous aimez Batman, je pense qu'il faut l'avoir lu, il faut l'avoir dans sa bibliothèque. Surtout qu'Urban a eu la bonne idée dans cette histoire de publier donc l'histoire avec Jason Todd, mais surtout de publier les débuts de Tim Drake, le troisième Robin. Qui là, par contre, ce recueil-là, du coup en fait c'est séparé vraiment en deux, c'est moitié-moitié, et le recueil avec Tim Drake est excellent, vraiment. Tiens, une petite question, c'est qui ton Robin préféré? Dick Grayson. Ok. C'est Damian Wayne. Ah, ma compétition à quasi égalité avec Damian Wayne. Ah, ok. Mais Dick Grayson, il est historique. On parlait de Damian Wayne, je crois que vous l'avez pas encore parce qu'il est pas encore sorti. Moi, je voulais vous parler, je pense que de la meilleure, pour moi, la meilleure série, la série de New 52, c'est Batman et Robin de Peter Tomasi et Patrick Gleason. Donc en fait, c'est un espèce de team-up entre Batman et Robin. Vous allez voir l'évolution de Batman. En fait, je crois qu'on l'avait déjà vu en bout dans. On le voit dans Batman. Enfin, en fait, Damian, c'est une création de Grant Morrison, tu vois. Grant Morrison a fait des trucs bien. Il a la seule chose qu'il a fait bien de sa vie. Non, ça c'est une erreur, ça. Oui, en fait, Batman et Robin, ça se concentre sur la relation entre Batman et Robin, qui est Damian Wayne, qui est le fils de Bruce Wayne. Et c'est de la bombe, mais vraiment de ouf, quoi. C'est le portrait psychologique super fin de la relation entre un père et un fils, mélangé dans des récits super héroïques avec des dessins qui défoncent. Enfin, moi, je sais que je suis un grand fan de Patrick Gleason. J'adore les dessins. Il a un style très proche du manga, avec des personnages qui ont des yeux assez énormes, mais ça lui permet d'insister vraiment sur les émotions qui passent sur les visages des persos. Et ouais, Batman et Robin, clairement, c'est la meilleure série des New 52. Ouais, ça, y a pas. Et je crois que c'est le seul, je sais pas si t'es d'accord avec moi, c'est le seul comics qui m'a fait pleurer, notamment avec l'épisode Requiem. Donc il y a un épisode tout muet. Je ne spoil pas, mais c'est un épisode tout muet où on apprend quelque chose qui est assez. Qui est assez dévastateur en fait. Hein, ouais. Et moi, à la fin, quand j'ai fermé mon comics, j'avais les larmes aux yeux qui coulaient tellement. C'est un numéro beau, qui est assez sublime, qui est superbe, parce que c'est toujours compliqué pour un scénariste et un dessinateur de réussir à faire un numéro complètement muet, c'est-à-dire qu'il y a une seule case où il va y avoir du texte en fait, et c'est un numéro qui est vraiment bouleversant, qui est subtil, qui est fin, enfin c'est la base. Ouais, mais Tomasi, quand il est tout seul, généralement, il n'est pas très bon. Mais quand il est avec Gleason, ils ont une alliance, une synergie ensemble tous les deux. Ils écrivent leur scénario à deux, ça se sent vraiment.
Si Tomasi il est bon quand il écrit Super Sons. Oui, bah voilà, je voulais continuer sur ça. Si vous avez aimé Batman et Robin et que vous avez envie d'avoir autre chose, il y a Super Sons, donc c'est Peter Tomasi, le même scénariste. Cette fois, c'est Jorge Jiménez au dessin. Et Super Sons, c'est en fait le fils de Batman, donc Damian Wayne, et le fils de Superman, donc Jonathan Kent, qui vont essayer de s'allier pour aller faire des conneries. Et ce qui est vraiment très drôle, c'est qu'il y a Damian Wayne, donc qui est un mec un peu qui a un effronté pas possible. C'est le mec dark un peu relou, qui est très leader, qui a besoin d'avoir le leadership. Bah en fait, il estime être le successeur de son père, donc il a besoin d'être le patron. Il a toujours besoin d'être le chef. C'est un petit con, hein. Faut dire ce qu'il est. C'est un petit con de 13 ans. Hein. Et vous avez Jonathan Kent, qui c'est vraiment l'esprit de l'esprit de Superman, qui a besoin d'en apprendre un peu parce qu'il est quand même petit. Et c'est vraiment une série très sympa que je vous conseille très fortement. Et je pense qu'on a fait un peu le tour des... Moi, juste parce qu'on en a pas parlé, mais les vilains de Batman aussi, parce que les vilains chez Batman, c'est excellent. Oui, mais Joker, c'est bien, mais il n'y a pas que lui. Moi, mon méchant préféré chez Batman, c'est Ra's al Ghul. Ra's al Ghul, l'immortel. Et il y a un super bon comics qui a été fait sur lui, qui reprend toute l'histoire, en fait, de Ra's al Ghul, qui est la saga de Ra's al Ghul, qui a été écrit par, merci beaucoup, qui a été écrit par Dennis O'Neil. Et c'est des récits d'origine sur le perso. C'est un personnage que je trouve hyper intéressant, parce c'est un ennemi assez redoutable en fait de Batman, il a un esprit de déduction hors pair, il est immortel. Enfin, la fille de Ra's al Ghul, Talia al Ghul, c'est une des amantes historiques de Batman. Et c'est un personnage que je trouve assez génial. C'est Batman mais qui a eu c'est Batman mais qui est passé de l'autre côté en fait. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Mais Ra's al Ghul, c'est un personnage super intéressant, et du coup la saga de Ra's al Ghul, c'est un très bon recueil. Si on veut découvrir des méchants de Batman, à mon avis, il faut vraiment le lire. Je l'ai pas lu, je le lirai. Même si je suis pas trop fan de Ra's al Ghul personnellement. Je suis plus, c'est plus le Joker moi qui m'a marqué. Le Joker c'est trop facile. Et justement, on disait un long Halloween, il est bien aussi parce que justement, il permet de découvrir l'univers de Batman de manière très subtile et très subtile et très pédagogue en fait, voilà. Parce que ça se fait vraiment par strat. Au fur et à mesure, on découvre des nouveaux vilains, on découvre des nouveaux personnages de l'univers de Batman. C'est vraiment très bien fait pour ça. Et bien du coup, on va peut-être passer à moins que t'aies d'autres trucs à citer. Et juste un autre personnage qui est excellent dans l'univers de Batman, c'est Batwoman. Ah oui, c'est vrai. Batwoman qui est une des meilleures versions de Batman, mais c'est pas qu'une version de Batman féminine, c'est une femme qui se réapproprie les codes de Batman, mais qui va les réadapter pour sa mission. Batwoman, dans son identité civile, elle s'appelle Katie Kane, c'est une ancienne militaire, elle s'est fait virer de l'armée parce qu'elle est homosexuelle, et elle utilise tout ce qu'elle a appris à l'armée pour l'adapter à sa mission et donner un coup de fouet, un coup de main à Batman. Et ça se voit dans Detective Comics Rebirth puisqu'elle est dedans. Ouais. Mais c'est surtout dans le tome 0 que Urban a publié, qui s'appelle Élégie, qui recompile tous les épisodes écrits par Greg Rucka. Et c'est c'est du Rucka. C'est du Rucka, donc voilà. C'est excellent quoi. Et est-ce que la série de Tynion Force tu l'as kiffé c'est Batwoman. C'est pas Tynion Force, c'est putain merde. C'est un autre mec avec un numéro. Si, j'avais pas persécuté. Je suis pas trop fan de la série Batwoman Rebirth. J'ai un gros problème en fait sur Batwoman. Sur la version précédente, DC a pas osé faire un mariage pour Batwoman. Ils ont reculé, ils ont viré l'équipe créative. Et donc le mariage n'a pas eu lieu, et j'ai un gros problème avec DC qui a manqué vraiment cruellement de courage là-dessus. Et la série Rebirth justement balaye un peu ce côté LGBT du personnage, qui est à mon avis essentiel dans le perso. Ça fait partie d'elle, et elle est là pour représenter cette communauté. C'est quelque chose d'hyper positif, je trouve. Et du coup, c'est dommage de l'avoir écarté, cet aspect-là du perso. Donc la série Rebirth, c'est cool en tant que série de super-héros, parce que ça reste quand même bien écrit. Mais c'est pas la meilleure vision de Batman. Le personnage, elle apparaît dans Detective Comics Rebirth. Ouais. Donc Detective Comics Rebirth, c'est Batman qui se dit on va former une équipe de personnages de l'univers de Batman et on va essayer de casser des bouches. Donc c'est Batwoman qui va gérer cette équipe. Avec elle a Red Robin, Clayface, donc Gueule d'Argile, un autre méchant vraiment emblématique de l'univers de Batman. Qui là du coup essaie de se racheter une conduite en devenant un gentil. Il y a Spoiler, je crois. Il y a Spoiler, du coup, Stephanie Brown, qui est la petite amie de Tim Drake, alias Red Robin. Il y a Orphan aussi. Qui est une ancienne Batgirl. Ancienne Batgirl, qui est une espèce de ninja muette, très badass. Ouais. Et il y a qui d'autre? Il y a Azrael qui va les rejoindre après aussi, également. Yep. Et il y a, comment elle s'appelle? Non.
C'est le gars avec le monocle, comment elle s'appelle, putain, qui apparaît dans le comics de Scott Snyder et de. Non, il y a pas dedans Harper Row. Si on la voit un moment. Oh oui, mais on s'en fout, c'est un personnage de merde. Ah d'accord. Moi j'aime beaucoup Harper Row. On la voit trop blanche, on s'en fout. On n'a pas parlé du run de Scott Snyder et Greg Capullo, qui pour moi un des meilleurs. Ah mais normal, il faut pas. Ah non mais si vous connaissez pas l'univers de Batman, il y a le Batman de New 52, la cour des hiboux est vraiment très 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 sympa. Moi je le conseille vraiment fortement. Alors la cour des hiboux c'est très très cool, mais après ça part en vrille. Non moi j'aime, enfin je suis un fan, je l'annonce, je suis un fanboy de Snyder, j'aime vraiment tout ce qu'il fait et je trouve que quand même pas Batman Metal, rassure-moi. Ouais, Batman Metal. Le premier est un peu. Mais ouais, mais c'est parce que c'est pas Snyder du coup. Si, c'est Scott Snyder, c'est lui qui a eu l'idée de l'écrire de l'histoire. Hein. Ah bah voilà. Ça c'est vraiment très bien. Même Zero Year, je trouve ça vraiment très cool. Mais tout le run de Capullo est déjà. Mais Capullo, comment tu peux pas dire que. Capullo, mais niveau des dessins, c'est très beau. Mais niveau du scénario, c'est très mais. Moi j'aime beaucoup. Je le conseille. C'est vraiment sympa. Et en plus, je pense que c'est une bonne part d'entrée pour. C'est une porte d'entrée pour découvrir le personnage parce qu'on voit, parce que Snyder a au moins un mérite, c'est qu'il montre bien le côté détective de Batman. Et ça, c'est cool. C'est juste, non, mais après, faut aimer ce que Scott Snyder fait du personnage. Et j'aime ce qu'il a fait du Joker aussi, je trouve. Non, c'est pas Death in Sully, c'est. Si, Death of the Family, puis le tome 7. Alors j'aime bien sa vision du Joker parce que le Joker dans l'idée de Scott Snyder c'est un personnage de film d'horreur, c'est le mec qui traque tout le monde et qui va choper tout le monde comme dans un slasher Massacre à la tronçonneuse, ce genre de film. Après je trouve que c'est une très bonne idée mais elle est pas forcément très bien exécutée. L'idée qu'il en a fait aussi, mais c'était plus dans les tie-in peut-être, où en fait le Joker, il essayait de faire croire aux gens que le Joker était là depuis le début de Gotham, que c'était une espèce d'entité qui représentait le chaos, et c'était vraiment c'était sympa. Donc voilà, si vous avez envie de lire du bon Batman, allez-y, même si le comics grincheux ne sera pas d'accord avec moi, allez-y parce que c'est vraiment cool. Ouais, je suis grincheux moi donc. Mais du coup, je pense qu'on a fait un peu le tour des trucs qu'on avait à dire au niveau des portes d'entrée. Ouais, parce que la série Batman Rebirth, du coup, qui est la dernière série publiée, ça fonctionne comme point d'entrée, mais c'est une écriture très particulière du personnage de Batman. J'en reparlerai je vais en reparler dans le cadre du débat. Mais Batman Rebirth, c'est Tom King qui l'écrit. C'est une écriture vraiment très bizarre. Enfin, je vous l'ai dit, Tom King, c'était un agent secret. Il a fait la guerre en Irak. Il est revenu de la guerre en Irak un peu traumatisé. Il a souffert de stress post-traumatique. Et en fait, il réintègre tout ça dans le personnage de Batman. Son Batman souffre de stress post-traumatique. C'est quelqu'un qui pense qu'il n'a pas le droit au bonheur. Et du coup, c'est une vision vraiment très torturée psychologiquement et qui analyse vraiment cliniquement le personnage sous l'angle psychologique. Mais je pense que si on est fan, par contre, de la psychologie des super-héros, je pense que Batman Rebirth reste quand même une très bonne lecture. Une lecture très accessible. Vous évitez All Star par contre parce que c'est. Oui, par contre All Star Batman de Scott Snyder là, par contre c'est. Oui, ouais, non, c'est pas possible. C'est parce que c'est Romita au dessin et que Romita c'est ignoble. Il y a pas que lui. Mais ouais, non, mais il y a qui d'autre? Non, Declan Shalvey, les épisodes de Declan Shalvey sont pas mal. Ah moi le All Star Batman, je trouve ça nul de bout en bout donc. Ok. Bon, il y a pas que les dessins. Ça c'est dit. C'est en 13 numéros, mais c'est 13 numéros de catastrophe intégrale donc. Bon, on va passer au débat. Donc, est-ce que tu peux rappeler l'intitulé du débat? Alors le débat maintenant. Est-ce que l'univers de Batman est plus intéressant que le personnage? Et moi, je dis non. Moi, je dis oui, parce que pour moi, Batman, moi, ce qui m'intéresse dans Batman, c'est plus sa galerie de personnages, qui est, on va le dire, je pense qu'une fois pour toutes, Batman a la meilleure galerie de vilains. Même Spider-Man n'est pas aussi cool, même si le Sinister Six. Spider-Man et Batman ont la meilleure galerie de vilains de l'univers des super-héros. Mais non, mais il y a quand même Batman est quand même au-dessus. Non. Tu te fais pas le Joker, l'épouvantail. Octopus, il est trop cool. Norman Osborn, il est génial. Les Sinister Six, ils sont ouf. C'est ça le débat, non. Ah oui, merde. Du coup, c'est pas le Spider-Man Day, c'est vrai. Et oui, bientôt peut-être. À cause du jeu vidéo, c'est pour ça. On peut faire un débat sur le jeu vidéo qui est très décevant. N'achetez pas ce jeu. Attendez de le trouver en occasion à 10 €. Ne l'écoutez pas, c'est parce qu'il l'a pas fini, c'est pour ça. mais on peut en débattre, du coup, est-ce que t'as un premier argument à placer avant de... Pour moi, Batman est un personnage intéressant et l'un des personnages les plus intéressants de l'histoire des comics parce que c'est un personnage qui, de par son histoire, permet aux auteurs en fait de transférer plein de névroses et de problèmes psychologiques qu'il peut avoir. Je l'ai dit, Tom King, il écrit Batman comme un personnage qui souffre de stress post-traumatique. C'est hyper intéressant. Scott Snyder, c'est quelqu'un qui est très qui est quelqu'un d'angoissé de manière naturelle tout le temps. Il montre Batman comme un symbole d'espoir, tel que l'est Superman par exemple dans
Là, Batman, c'est vraiment le rayon de lumière au sein même de la nuit de Gotham City. Le bat symbole, le bat signal, le représentant souvent dans l'histoire que propose Scott Snyder. Grant Morrison, qui du coup, pour moi, a réalisé la meilleure histoire sur le personnage de Batman, propose en fait une vision du personnage de Batman qui est très particulière, mais qui, à mon avis, montre tout l'intérêt que le personnage a. C'est-à-dire que pour Grant Morrison, le personnage de Batman est un personnage éternel. C'est un personnage qui doit toujours exister, et il est surtout un personnage monstrueusement intéressant parce qu'il fait partie de ces êtres qui ont réussi à dépasser leur simple condition d'être humain pour s'élever au niveau des dieux. Pour moi, l'univers DC Comics est rempli de personnages qui sont des dieux. La Ligue de Justice, ce sont des dieux à l'intérieur. Que ce soit Green Lantern, que ce soit Wonder Woman, que ce soit Superman, les persos d'ici, que ce soit c'est Flash. des icônes en fait, c'est pas des personnages. Oui, c'est des icônes déiques. Ce sont des dieux. Batman, au milieu de ça, ce sont des humains. C'est un humain. Et c'est un humain qui, malgré ça, a réussi à dépasser sa simple condition d'humain pour s'élever au niveau des dieux. Et Grant Morrison, pour lui, Batman est un dieu. C'est le dieu chauve-souris. C'est ce qu'il cherche à prouver pendant tout son histoire, du coup, qui est republié là en ce moment chez Urban en 4 tomes. Et c'est quelque chose que j'aime énormément parce que Batman, il symbolise la transcendance, la survolonté et tout un tas d'éléments que j'aime énormément. Alors oui, son univers est super intéressant, mais pour moi, Batman est un personnage qui est d'une richesse inouïe. Alors, mais moi, je veux dire, je suis pas d'accord, parce que moi, ce qui m'intéresse quand je lis du Batman. Évidemment, c'est ton rôle. Oui, bah oui. C'est Gotham, en fait. C'est Gotham qui est intéressant. C'est Gotham qui, c'est ce côté urbain et cette ville qui, t'as l'impression que toute la ville suinte le mal et suinte le maléfique de partout. Et ce personnage qui va essayer d'à tout prix de tirer cette ville vers le haut. Mais c'est cette ville qui est intéressante et c'est tout ce qui est autour de lui qui est intéressant. Et même, je dirais par extension, toute la famille qui s'est créée, qu'il a réussi à se créer autour de lui, qui vraiment va mettre le récit au mieux, quoi. Et ouais, j'ai beau t'en préparer que toi mon argumentation, mais ouais, pour moi ça fait des années que je fais chez tout le monde avec ça, donc moi j'ai l'habitude de dire ça. Non mais enfin ouais, ok, Gotham est hyper intéressante, mais je trouve que Batman, tu pourrais le mettre n'importe où en fait, et Grant Morrison le fait très très bien parce qu'il l'emmène dans des directions qui sont complètement inédites, que ce soit quand il parce que Grant Morrison, il a vraiment fait un truc monstrueux. Je le conseille pas comme point d'entrée parce que Grant Morrison, c'est quelqu'un qui utilise énormément de références et qui a surtout, notamment pour des jeunes lecteurs, une manière d'écrire les choses qui est complexe et parfois pas souvent simple à appréhender. Donc ça peut être très bizarre, mais il l'a emmené dans des directions super intéressantes. Il a fait de Batman une marque. Est-ce que tu es sûr d'avoir compris Morrison, ce que Morrison essaie de nous dire dans Ah oui, ça y a pas trop de soucis. Moi j'ai par exemple son New X-Men, j'ai plein de gens qui me disent c'est vachement bien, mais j'ai rien compris. Ah bon? Ouais, c'est pas très compliqué pourtant à comprendre. C'est les mutants, c'est toujours la même histoire, quoi. Donc, bon, bref, on n'est pas là pour parler d'X-Men. Oui, effectivement. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que Batman va partir dans une direction. Donc, Batman va devenir une marque qui va se diffuser en fait à l'international. Ouais, et donc, Batman on va avoir plein de Batman qui vont apparaître dans plein de pays, le Japon, l'Afrique, la France. Hein. Et du coup, ça va devenir Batman Incorporated. C'est vraiment une espèce de franchise que des personnes vont utiliser partout. Et ça montre bien l'importance qu'a Batman. Batman, c'est le mec qui peut le plus facilement lutter contre la criminalité. Et je pense que qu'il soit à Gotham ou pas, ça change rien en fait. Le symbole de Batman est important simplement parce que Batman, c'est un mec il a vu ses parents se faire assassiner sous ses yeux. Il est devenu orphelin très jeune, et très jeune, il a dû apprendre à se transcender, à transcender sa peine, à transcender sa douleur. Et en fait, il a réussi à transformer la douleur du deuil en une force ultra positive qui est devenue Batman. Et pour moi, rien que ça, tu peux le mettre à Gotham, tu peux le mettre n'importe où. On s'en fout, c'est pas important. Et en fait, rien que ça fait de Batman un personnage auquel on peut s'attacher, on peut se relier hyper facilement. Oui, tu peux faire la même chose avec Flash, qui a pris le deuil de sa mère et qui en a essayé d'en faire... Ouais, mais Flash, c'est pas pareil, parce que Flash, il y a tout l'univers et toute la mythologie qui est hyper foisonnante de la Speed Force, ok, mais il y a pas des auteurs qui ont fait des trucs aussi barjots que ce qu'a fait Grant Morrison et qui ont pas réussi à lui donner une importance philosophique et intellectuelle. Il suffit que Morrison fasse du Flash, et Flash deviendra aussi... Ah bah si Grant Morrison se mettait à faire du Flash, Flash partirait dans des directions qui seraient complètement fracassées, mais à mon avis ce serait passionnant. Un autre exemple, quand tu lis la Justice League, c'est pas le personnage de Batman qui va qui va prendre le tout, c'est vraiment l'équipe qui est intéressante. Oui, parce que c'est Justice League, c'est une équipe. Donc forcément, il y a aucun personnage qui prend le dessus sur l'un et sur l'autre. T'avais l'air de dire que tu le mettais un peu partout, forcément il va prendre
il va prendre le dessus. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça que je disais. Je disais que Batman, peu importe la ville où tu vas le mettre, que tu le mettes à Gotham ou dans une autre ville, le simple fait qu'il soit dans une ville, ça suffit à le rendre intéressant. Parce que le personnage est le justicier urbain par excellence. C'est ça que je disais en fait. Parce que dans la Ligue de Justice, tous les personnages sont censés être sur le même pied d'égalité. C'est juste que Batman, il est c'est l'humain parmi les dieux, donc il a une espèce de particularité. Est-ce qu'il est pas toujours vraiment plus intéressant quand il est à Gotham, quand tu lis du Nightwing, quand tu le vois aller à l'international et essayer de se battre contre plein de trucs, il est toujours beaucoup plus intéressant dans Gotham et dans cet univers de Gotham. Je vais te donner un exemple de récit qui va te mettre KO. Il y a un récit de la Ligue de Justice qui s'appelle la Tour de Babel. Ouais. La Tour de Babel, c'est un récit dans lequel on apprend que Batman, en fait, il a un plan de secours pour à peu près tout. Et il a aussi un plan de secours au cas où ses alliés de la Ligue de Justice pèteraient un câble un jour. Par exemple, si Superman devenait trop fort, se faisait posséder par une entité et devenait donc un méchant, il a créé une balle en kryptonite pour pouvoir lui tirer dessus et le mettre à genoux. Et il a créé plein d'éléments en fait pour anéantir tous ses adversaires. Et rien que ça, c'est super intéressant. Et la Ligue de Justice, en fait, dans cette intrigue qui s'appelle la Tour de Babel, en fait, Ra's al Ghul s'empare de toutes les armes que Batman a utilisées, a créées pour les utiliser éventuellement contre ses alliés. Il les retourne contre eux. Il les retourne contre eux. Et ça donne à Batman ça le fout un peu dans une situation difficile vis-à-vis de ses alliés. Parce que des mecs qui lui faisaient une confiance intégrale se rendent compte qu'en fait, le mec, il a confiance en personne. Et tu vois, là, le récit, il se passe pas à Gotham, il se passe même pas dans la série Batman, il se passe dans la série Ligue de Justice, et c'est un récit qui est passionnant parce que ça donne une couche supplémentaire à qui est Batman. Et Grant Morrison, là, encore une fois, il l'a super bien utilisé parce qu'il a fait un récit qui s'appelle Batman Rip, dans lequel, en fait, il imagine la mort de Batman, et dans lequel, en fait, on apprend que Batman a encore une fois un plan si un jour Batman se faisait anéantir. Non, c'est pas ça. Pas s'il meurt. Si Batman est sur le point de se faire anéantir psychologiquement, Bruce Wayne a créé une personnalité de secours. Une personnalité de secours qui est un Batman complètement qui est affranchi de tous les principes qu'a Batman. Le principe moral de ne pas tuer, par exemple. Le Batman, la personnalité de secours qu'il a créée, cette limite-là, elle s'en fiche. Il va mettre les mecs jusqu'au sang, mais il s'en foutra. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, Batman, c'est un personnage qui est multifacette, qui est d'une intelligence redoutable et qui fait peur à tout le monde et même aux gars de la Ligue de Justice. Et pour ça, c'est passionnant. Est-ce que ta conclusion, ce serait pas lisez du Grant Morrison, tout simplement? Lisez Batman de Grant Morrison? Non, parce que je l'ai dit, c'est compliqué de lire du Grant Morrison parce que Grant Morrison, c'est quelqu'un qui a des idées perchées, qui a une narration compliquée, et donc c'est pas forcément simple. Moi, je pense qu'il faut d'abord commencer par des récits accessibles comme Un long Halloween, comme Année 1 de Frank Miller, comme par exemple le run de Scott Snyder. Ce qu'on a proposé tout à l'heure. Ce qu'on a proposé avant de se lancer dans du Grant Morrison. Le Grant Morrison présente Batman, c'est pour moi le meilleur récit sur Batman, mais parce que j'aime d'amour profond ce que Grant Morrison écrit sur le personnage de Batman et que je respecte au plus haut point ce que Grant Morrison écrit sur le personnage. Il y a une anecdote qui est cool autour de Morrison et qui permet de comprendre un peu ce qu'il fait, c'est que après je sais pas si c'est vrai, hein, c'est des oui-dire qu'on m'a dit, c'est quand les gens travaillent avec Morrison, et en fait ils travaillent pas vraiment avec Morrison, ils travaillent avec sa femme qui doit traduire ce que Morrison leur dit, tellement le mec est trop haut et trop loin dans... En fait, ce qu'il faut savoir sur Grant Morrison est quelqu'un qui est vachement plongé dans le paranormal et dans les médecines parallèles. Et en fait, parce que c'est un auteur qui écrit depuis déjà des années, et dans les années 90, il écrivait une série chez Vertigo, j'ai oublié Les Invisibles, je crois que ça s'appelait. En fait, il se mettait en transe pour écrire cette série. C'est quelqu'un en fait qui est capable de se mettre en transe, c'est-à-dire de ne pas dormir pendant 3 jours et de continuer à écrire. En fait, il se met dans des états de trance. Ouais. Ouais, il se met dans des états particuliers pour pouvoir écrire. Et ce qui donne du coup des narrations complètement parfois un peu flinguées, qui sont complètement originales en fait pour les intrigues. Ça se ressent parfois dans Batman. Alors il était pas sous psychotrope ni en transe quand il écrivait Batman, mais en fait il y a des éléments qui ressurgissent de cet état-là et qu'il avait avant. En fait, il a pris des mécanismes en fait de cet état-là. Ok. Je pense qu'on a fait le tour, non? Je viens de pourrir ton débat. Ouais, exactement. Merci beaucoup. Est-ce que tu voudrais finir par, t'as une conclusion et 2-3 titres à conseiller qu'on n'a pas encore traités? Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Enfin, voilà, j'ai énormément parlé de Grant Morrison parce qu'à mon avis, il montre toute la complexité et l'intérêt du personnage. Tu n'as le droit de citer Morrison plus qu'une fois dans toute ta carrière de... Ah bah c'est con, j'allais faire une chronique question de style sur lui, donc autant te dire que je vais le nommer à mort.
Non, mais Batman pour moi c'est un personnage qui est hyper intéressant, mais son univers est hyper intéressant aussi parce que comme je l'ai dit, découvrir des personnages comme Nightwing, découvrir un personnage comme Red Hood, découvrir des personnages comme Batgirl, c'est des récits à chaque fois qui vont proposer une vision unique sur Gotham, une vision unique sur des personnages qui sont pas du tout des copies de Batman. Enfin, Batwoman typiquement, on pourrait se dire ouais c'est bon, c'est une copie féminine de Batman. Non, pas du tout. C'est un personnage qui a sa propre identité, qui a sa propre personnalité, et c'est génial. Et même, un truc marquant, c'est que chaque Robin, si tu regardes chaque Robin a sa personnalité, avec sa façon de faire, avec tu regardes le Red Robin par exemple, est vachement plus axé dans le côté Tim Drake est quelqu'un de très intelligent. Tim Drake c'est un peu le parfait contrepoids à ce qu'est Bruce, c'est-à-dire c'est un mec très réfléchi, très intelligent, qui planifie sur plusieurs strates tous ses plans. Dick Grayson c'est quelqu'un de très léger, très cool. C'est un peu la tête brûlée aussi Ouais, c'est un peu une tête brûlée. Red Hood c'est un personnage ultra violent qui répond aux agressions par la violence parce que c'est la seule chose qu'il connaît. Et Damian c'est un personnage qui est hyper intéressant parce que c'est un personnage qui a été élevé par la Ligue des Assassins. Donc Ra's al Ghul c'est le pendant de Ra's al Ghul de Bruce Wayne quoi. Ouais voilà c'est ça, et en fait il est toujours perdu entre ce qu'il a reçu comme éducation par les assassins et ce qu'il reçoit comme éducation par son père Batman, où Batman lui dit non, il faut pas tuer, non, tu dois pas réagir par impulsion. Et c'est un personnage qui est vachement touchant pour ça. Sa limite de moralité, elle est vraiment, elle a du mal à se fixer, et en fait il essaie de tenter plein de trucs, et c'est ça qui est intéressant. Il fait réfléchir sur, on parle souvent de l'inné et de l'acquis, et je trouve que Damian Wayne c'est un personnage qui fait vachement réfléchir par rapport à ça. On réfléchit énormément par rapport à l'inné et l'acquis, entre quelle est la part, comment est-ce qu'on peut évoluer, comment est-ce qu'on peut changer, est-ce qu'on peut vraiment devenir quelqu'un de plus intéressant, de meilleur en fait. Et Super Sons le prouve, puis Batman et Robin le prouve aussi, et la fin du Batman Incorporated le prouve aussi magistralement. Ok, je pense qu'on va s'arrêter sur ça. Ouais. Et moi je vous dis, est-ce que tu veux faire pour les gens qui nous écoutaient, rappeler un peu ce que tu fais et où on peut te retrouver sur les internets? Du coup, vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur lescomics.fr où je fais des chroniques des comics qui sortent. Je fais ma propre chronique qui s'appelle Question de style, où je reviens en fait sur les techniques de narration de plein d'auteurs. J'en ai déjà fait, alors je viens d'en sortir une sur Brian Michael Bendis, qui est un auteur de chez Marvel, qui vient de passer maintenant chez DC Comics. C'était le transfert de l'année, encore mieux que Neymar au PSG, Bendis chez DC Comics. En moins cher aussi, j'espère, en tous les cas. Parce que sinon DC Comics va plus produire beaucoup de comics. J'en ai fait déjà pas mal. J'en ai fait sur Jonathan Hickman, j'en ai fait sur Scott Snyder, j'en ai fait sur Rick Remender. J'en ai fait pas mal déjà. J'en ai déjà fait 8. Podcast aussi, tu as du mal à te ressouvenir. Et je fais du podcast. Non, mais j'allais enchaîner. C'est juste que j'aime bien parler de mon question de style. Et donc j'ai créé un podcast qui s'appelle le Divan Comics. C'est un podcast dans lequel j'invite des lecteurs de comics, qu'ils soient connus ou inconnus en fait, à venir parler de leur passion pour ce médium. Mon but en fait avec ça, c'est que plus j'aurai d'invités, plus on va pouvoir prouver au monde entier que les lecteurs de comics c'est des gens comme tout le monde, et que surtout on partage une passion qui est le comics, comme des mecs partagent une passion qui est le football ou le cinéma ou la lecture, ce genre de choses. Et je participe aussi à un podcast qu'on fait avec le collectif lescomics.fr qui s'appelle le Top des comics, qui n'a pas de nom. On a déjà fait 2 saisons, la troisième va bientôt, le premier épisode de la 3e saison va bientôt arriver. On fait cette fois sur les personnages Marvel et DC. S'il y a des personnages que vous kiffez par-dessus tout, je vous conseille d'envoyer un personnage par mail à letop@lescomics.fr. Vous nous envoyez votre personnage préféré, vous nous expliquez pourquoi c'est votre personnage préféré. Vous pouvez même nous mettre un personnage que vous détestez, ce sera marrant. Et voilà. Ok, et moi je vais vous rappeler, vous pouvez me retrouver, moi c'est Comics Discovery, je fais une émission de radio qui passe sur Montpellier. Je sais un peu plus loin, mais c'est pas grave, c'est dispo en podcast. Donc toutes les semaines, on vous reparle on fait des reviews de comics. À côté de ça, j'ai une émission sur les séries télé que je fais avec ma copine, ça s'appelle Geek en série. Vous pouvez retrouver pareil encore une fois en podcast, et vous retrouverez tout ça sur comicsdiscovery.fr. Sachez que on va finir sur ça, tout simplement. J'ai super soif, je vais mourir, c'est pas grave. Du coup, voilà cette conclusion de l'enfer. C'est pas grave. Conclusion de folie. Ouais, exactement. Merci encore à la librairie Momi BD de nous avoir accueillis, et merci aux gens qui étaient là pour nous écouter parler. Merci à vous. Vous avez été géniaux. Merci à vous.